Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Mater Dea TV. Nous sommes là, vous le savez, pour vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Un petit être vient d'arriver, vous allez tenter de l'accompagner, de l'aimer, de l'aider à grandir. Et forcément, ça change très vite chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Un développement toujours surprenant avec des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Est-ce que mon bébé entend ? Qu'est-ce qu'il voit? Que comprend-il? Comment va-t-il grandir? Et comment moi, parent, papa, maman, je peux l'aider à grandir? Les experts qui sont autour de moi vont nous aider pour vous éclairer sur tous ces points et tenter de vous donner des réponses concrètes au sujet du développement de votre bébé. Bonjour, Hélène Delers-Nieder. Bonjour. Vous êtes pédiatre à Paris. À côté de vous, le docteur Bernard Gols. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker à Paris. Et vous avez écrit un livre, Les enfants d'aujourd'hui, quoi de neuf de 0 à 7 ans aux éditions Marabout. Et à côté de vous, bonjour Nathalie Ridoux. Bonjour. Vous êtes puéricultrice. Vous travaillez en hospitalisation à domicile, chez les mamans, chez les papas, avec le bébé, pour l'association Santé Service, et donc en Ile-de-France. Hélène Delers-Nieder, déjà ce qu'on a envie de savoir, c'est à la seconde, au dixième de seconde, où le bébé sort du ventre de sa mère, dans quel état est-il? A-t-il mal? Est-il surpris? A-t-il peur? Alors le bébé, il s'est préparé à sortir pendant vraiment les derniers jours de la grossesse, et c'est quand même lui qui demande à sortir normalement, dans les conditions d'un accouchement par voie basse qui se passe bien. Et donc il va travailler avec la maman pour favoriser l'expulsion, et puis au moment de l'expulsion, il se relâche tout à fait, et on pense qu'au moment de l'expulsion, il est presque endormi. Donc après tout le travail qu'il a accompli avec la maman pour sortir au bon moment, il va se relâcher et naître finalement dans des conditions assez détendues. Et puis là, il a une grosse surprise, c'est-à-dire qu'il va devoir respirer, et il est à l'air, et donc il va pousser ce grand cri qui n'est pas forcément un cri de souffrance, mais qui est surtout un cri pour respirer déjà. En fait, il était fatigué, l'expulsion l'a fatigué, donc probablement, il s'est presque endormi. Tout ce travail, il a été fatigué, et puis le col s'est ouvert, tout s'est ouvert, le chemin est prêt, il peut naître. Le passage du dedans, du corps de la mère au dehors, c'est un moment qui est absolument spectaculaire pour ceux qui sont là. Les obstétriciens, le père s'il est dans la salle de travail, la mère s'il est suffisamment réveillée, évidemment aussi. Mais pour le bébé, c'est pas sûr finalement qu'il n'y ait pas une espèce de continuité entre le dedans et le dehors, mis à part la question du passage de la respiration liquidienne aérienne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des photos de prise des bébés vraiment 1 minute après la sortie du corps de la mère, du visage. Et alors, c'est incroyable. Alors, on voit des bébés, des intellos, des bougonneurs, des tristes, des joviaux. Il y a toute la gamme des mimiques. Ils ont des lunettes, les intellos? Mais c'est pas forcément la gamme des sentiments quand même. Mais ça peut changer. C'est déjà les Ils ne sont pas prédestinés. Ils ne sont pas prédestinés par cette première minute. C'est la préforme des expressions faciales. Qu'est-ce qu'il entend à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il voit? Il est dans le noir, il entend qu'on parle autour de lui. Je ne sais pas si on le sait aussi. Je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'il est peut-être dans ce premier mouvement et puis aussi ce premier cri. Alors, est-ce que lui-même entend son premier cri? Je ne sais pas. Au fur et à mesure des jours, là, on va peut-être effectivement Non, parce que là, quand même, il faut dire quelque chose concernant l'avant-naissance. C'est-à-dire que la médecine fœtale a fait beaucoup de progrès quand même. Donc, on sait que pendant tout le temps de la grossesse, les différents appareils sensoriels du bébé se maturent, se mettent en place. Voilà. D'abord le tact, puis l'olfaction, puis le goût, c'est-à-dire les 3 sens qui sont efficaces tout près de l'objet, à sentir, à toucher, voilà. Et puis alors, en fin de grossesse, l'appareil auditif et l'appareil visuel se mettent en place. Et quand le bébé naît, à 9 mois, quand il naît à terme, le nouveau-né, tout est à peu près mature. Donc il reconnaît la voix de sa maman, alors, par exemple. oui, mais là, je ne voudrais pas prendre trop de temps, peut-être on y reviendra. La voix de la mère, c'est extrêmement important. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, tact, olfaction, goût, puis après, audition et vision, probablement le bébé commence à entendre par la peau au début de la grossesse. Et après, il entendra par les oreilles, et ensuite toute la vie, comme vous et moi, par la peau et par les oreilles. C'est pour ça qu'il y a des... Parce que quand on entend par la peau. Oui, parce que la voix de la mère, on en parle tout de suite? Allez-y. La voix de la mère, c'est quand même un stimulus pas comme les autres. C'est-à-dire que quand le bébé est dans le ventre, pas le bébé, le fœtus est dans le ventre de la mère, lui, il ne peut pas faire le petit classement que je vais vous faire. Mais si on se met à sa place, si on imagine, il y a des sons
qui viennent du dehors et des sons qui viennent du dedans. Lui, il ne peut pas sans doute faire la différence. Parmi les sons du dedans, il y a des sons plus ou moins réguliers, la respiration de la mère, les bruits des gros vaisseaux, le cœur. Il y a des sons irréguliers, les bruits de l'appareil digestif de la maman. Puis de l'extérieur, il y a des sons humains, des sons non humains, des sons réguliers, des sons pas réguliers. Mais la voix humaine, la voix de la mère, est le seul stimulus, pas la voix du père, qui est à la fois un son du dehors et un son du dedans, puisque quand la mère parle, il y a une partie de sa voix qui va aller directement au fœtus en traversant les tissus du corps de la mère, et une autre partie de la voix qui revient par le dehors. Et donc au début, il va percevoir probablement ce stimulus pas comme les autres. C'est un peu son phare. Mais au début, c'est la peau, comme les dauphins. Et d'ailleurs, toute la vie, il restera... les métaphores, c'est très important. Hein, quand on dit que quelqu'un a une voix plus caressante, plus touchante, plus horripilante. Tout ça, c'est parce que la peau est une oreille. Nathalie Ridoux, les mamans, les papas vous posent ces questions, s'interrogent sur ce que leur bébé voit, entend. Tout à fait. Souvent, les mamans sont émerveillées quand elles s'aperçoivent, par exemple, que leur enfant tournera le regard vers la maman qui parle. S'il y a quelqu'un d'autre qui parle à côté, l'enfant tournera sa tête vers la maman. C'est pas un réflexe, c'est vraiment qu'elle a entendu. Voilà, tout à fait. Elle entend depuis longtemps. Voilà. Et le bébé aussi sent l'odeur de sa maman. Et ça le rassure. Ça le rassure. Et comment est-ce qu'on communique avec son enfant dans les premières semaines? On peut lui parler normalement, si j'ose dire, ou on lui parle un peu gnagné, mais ça fait un peu gnagné quand même. Non, c'est pas du tout gnagné. Excusez-moi, mon petit comme c'est vraiment mignon, une mélodie et le bébé a besoin de cette mélodie pour accéder au langage. C'est très important de parler bébé parce que si la maman parle de façon très très monocorde, le bébé va être inquiet. Et il va être étonné d'avoir une maman qui parle comme ça, sans tonalité, avec une voix qui n'est pas du tout chantée. Il faut aller dans les aigus, dans les graves, c'est ce que vous conseillez aux jeunes mamans? C'est une mélodie qui caresse l'enfant, c'est très important. Et souvent, ça se fait tout à fait naturellement. Hein. La maman parle naturellement avec cette mélodie à son enfant, très souvent. Et toute la famille doit parler comme ça? Il n'y a pas de doigt ou pas de doigt, c'est comme on veut. C'est naturel. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler toute la journée bébé. C'est ce qu'on appelle le baby talk, aussi le mamanet. Le mamanet, papanet, comme le javanais. Voilà. Il ne s'agit pas de parler comme ça toute la journée. Mais je pense que quand on parle comme ça, c'est vrai qu'il y a eu toute une époque, à l'époque de Françoise Dolto, par exemple, on pensait que les enfants avaient une espèce d'entrée dans le langage directement par la connaissance. On comprenait tout parfaitement. Oui. Voilà. Ça, aujourd'hui, on le pense moins. On pense que le bébé entre dans le langage vraiment par la partie musicale du langage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens autour de lui s'intéressent suffisamment à ses premières productions vocales à lui, parce que c'est de la musique, c'est pas encore des mots. Et il faut que lui soit entouré de gens dont le langage soit suffisamment musical. Et quand on parle bébé aux enfants, encore une fois, il ne s'agit pas de le faire toute la journée. Mais non seulement on accentue la musique de la phrase, mais en plus, c'est presque un réflexe, on hausse les sourcils, on articule un petit peu plus, et les modifications du haut du visage et du bas du visage sont très très intéressantes pour le bébé. Ça, le bébé, il les repère. Et donc, il est très captivé par ça. Oui, tout à fait. Le bébé est captivé par le visage de sa mère, quand elle est proche de lui, quand elle lui donne la tétée, par exemple. Le bébé accroche le regard de sa mère. Quand elle lui donne la tétée, il est à peu près, ou le biberon, il a 20-30 cm du visage de sa mère et le bébé perçoit sa mère. On ne dérange pas. Et vous rajoutiez le biberon d'ailleurs, parce que ça laisse une porte au père. Tout à fait. Pour celui qui donne le biberon, il y a cet échange assez fort. Et quand un bébé sourit à 15 jours, 3 semaines, c'est un sourire intentionnel, il sait qu'il sourit à sa maman, son papa, ou c'est un réflexe? Ça vient très vite, le premier sourire. Le premier sourire, ça peut être 15 jours, 3 semaines pour un bébé à terme. Vraiment, ça vient très vite. Mais même le bébé, le sourire aux anges, c'est quand même un bon sourire. Ça veut dire qu'il est bien. Et c'est pas déconnecté de la maman, ça veut dire, ou du papa. Ça veut dire c'est un moment où il est paisible, confortable. Même si c'est un sourire réflexe, je ne crois pas que ce soit un sourire réflexe. C'est un sourire de bien-être. Moi, je pense que le passage du sourire de bien-être au sourire, et qui est une vraie réponse à quelqu'un, c'est un moment très intéressant à étudier. Parce que peut-être que la première fois que la maman, vers 3 semaines ou 4 semaines, disons, la première fois que la maman se dit « Tiens, cette fois-ci, il me sourit à moi », peut-être que là, elle se trompe. Mais peu importe. C'est pas peu importe, et qu'au contraire, c'est peut-être nécessaire. Elle anticipe un peu. Et ça crée quelque chose qui fait que ce sourire, qui jusque-là n'était qu'un indice de bien-être, va entrer dans la communication. Parce que le bébé, il ressent quand même tout ce qui se passe autour de lui. On dit beaucoup, le bébé est une éponge. Aux émotions.
aux émotions. en particulier. Ouais, l'éponge n'est pas forcément c'est pas très un joli, mot c'est pour très ça. joli, parce qu'il y participe. C'est-à-dire Il ne fait pas que prendre, enfin, il offre beaucoup, le bébé. Il offre beaucoup de lui-même par ses mouvements, par ses mimiques, par son regard, par le premier regard, qui est quelque chose de tellement important chez le tout petit bébé. Et il ne fait pas que prendre, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à la maman, au papa, aux parents. Vous aimez cette expression éponge à émotion? Vous la nuanceriez Alors, aussi? Oui, c'est sensible aux émotions. Le bébé donc a un échange avec sa mère. Il l'appelle, par exemple quand il pleure, il l'appelle, sa mère répond à cet appel et il y a des interactions qui se créent. Donc, il les ressent, Bernard Gols, voilà, c'est dans les deux sens. C'est ce que vous nous dites tous, c'est dans les deux sens. Longtemps on a parlé du nourrisson, par exemple. Un nourrisson, ça faisait un peu passif, je suis assez d'accord avec ce que disait à l'instant Hélène de Snyder. C'est-à-dire que le nourrisson, c'est très centré sur la nourriture, l'alimentation, les calories, les entrées, les sorties, tout ça, la puériculture. Fonctionnel, c'est un peu fonctionnel. Ça existe encore, le mot puériculture, bon, enfin, c'est pas fameux. Vous avez une puéricultrice? Non, mais je veux dire, on ne cultive pas les enfants comme on cultive des fleurs ou des légumes. Qu'est-ce qu'il faudrait dire comme terme, alors? Je ne sais pas. Il faut de l'amour, il faut une relation. Sans l'amour, ça ne suffit pas non plus. Voilà, non, mais il faut... Mais je reviens, voilà, c'est une interaction, voilà, c'est dans les deux sens. Les émotions sont dans les deux sens. Aujourd'hui, on dit vraiment que le bébé est une personne. Alors, il n'est pas une personne achevée, parce que sinon, il n'y aurait pas de développement, il n'y aurait pas de maturation. Mais c'est vraiment une personne en devenir, et il est acteur de son propre développement. Ça veut dire qu'il crée, non seulement il reçoit, c'est peut-être l'aspect éponge que vous évoquiez, il reçoit les émotions, les affects, les gestes des autres, mais lui aussi, il envoie des messages. On a le temps de donner un exemple ou pas? Allez-y, je vous en prie. Par exemple, un bébé qui, à partir de 7 ou 8 mois, commence, on y reviendra sans doute à cette question, commence à vraiment ressentir que l'autre est un autre, que soi c'est soi, que l'autre est un autre, et qu'entre soi et l'autre, il y a un espace. Il y a une différence. Une différence, il faut franchir cet espace par la communication. Un jour, c'est le langage qui le fera. Mais avant que ce soit le langage, il y a plein d'autres choses qui vont franchir cet espace. On voit des bébés de 7-8 mois, c'est formidable, qui après un moment, vraiment un bon moment de relation passée avec la mère, le père ou je ne sais qui, vont avoir un geste comme ça, on le reprend toujours toute notre vie d'ailleurs, quand on parle, vont avoir un geste comme ça qui part un peu de leur tête et qui va vers l'autre et qui revient, ce qu'on appelle une boucle, avec la main, une boucle de retour. Comme s'ils voulaient nous montrer, après un bon moment qu'ils ont vécu, que quelque chose, qu'ils commencent à comprendre ce que c'est que la communication. C'est-à-dire que quelque chose par d'eux touche l'autre au fond et revient. Voilà. Et l'émotion, c'est dans le mot, il y a le même ce mouvement vers le dehors. Et ce qui circule en premier, c'est les émotions. Mais l'enfant, on en voit beaucoup. Alors, justement, émotions positives et négatives. Donc, est-ce qu'une maman triste ou une famille compliquée, l'enfant le ressent? La famille compliquée, que peut-être pas tout de suite. Mais, non, mais je veux dire, ça envoie des ondes. Enfin, le climat compliqué, c'est peut-être la maman qui va vivre une situation compliquée et qui va le transmettre, ou le papa. Que c'est très difficile aussi de devenir papa, parce qu'il n'y a pas eu ce passage des 9 mois dans le ventre, donc c'est quand même difficile. Et ça va vraiment créer... Quelquefois, les bébés sont un peu surpris, un peu triste, je ne sais pas. Je pense que il crie quand même. Mais il ne pleure pas. Derrière cette question, c'est de dire, voilà, si par exemple une maman a des soucis, se pose des questions, est-ce qu'elle en parle au téléphone avec son bébé dans les bras à une amie, par exemple? Est-ce que l'enfant ressent? C'est une question basique. Il ne laisse pas beaucoup discuter au téléphone. Mauvais exemple, vous avez raison. Non, mais justement, c'est là où l'interaction est importante. Non, mais voilà, vous comprenez ma question, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle avec son bébé dans les bras ou dans la même pièce avec des amis, sa maman, de problèmes qu'on peut rencontrer? Il y a quand même une partie d'inconnu, mais les questions se posent déjà dès la grossesse. Il y a beaucoup de mères qui arrivent en nous disant « j'ai passé une grossesse très difficile pour telle ou telle raison. Est-ce que vous croyez que mon bébé a pu ressentir ça ?» Aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup de réponses à ce sujet. Par contre, une fois que le bébé est né, avant la grossesse, j'aurais tendance à dire que le bébé peut ressentir certaines choses, mais le vivre en termes de triste ou pas triste, je ne crois pas que c'est son problème de l'époque. Après la naissance, ce qui est vrai, je crois que les bébés, ce qu'ils ressentent, c'est de très bons observateurs, les bébés. Les bébés les plus observateurs vont peut-être devenir psychanalystes après tout. Voilà, on verra. Vous étiez un bébé observateur? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui les intéresse, c'est est-ce que la mère est pareille que d'habitude? Nathalie Ridou, comment on fait pour décrypter justement ce que peut exprimer
Un bébé, c'est pas évident quand même, de quelques mois, quelques semaines, des gestes comme ça. Non, vous les aidez, les parents que vous rencontrez chez eux? Non, c'est pas évident, mais justement notre rôle, nous en tant que puéricultrices, c'est d'être à côté des mamans et de les aider à observer leur bébé. Prendre le temps, c'est très important de prendre le temps d'observer son enfant, de l'écouter. Et justement, on peut peut-être poser des questions aux mamans pour qu'elles, par elles-mêmes, elles arrivent à trouver la solution. C'est ça notre rôle. Par exemple, la signification. La signification. Est-ce que votre enfant a l'air apaisé? Est-ce que son visage sourit et crispé? C'est ça la question? En fonction, est-ce que ses besoins vitaux sont combles? Voilà, donc la maman, petit à petit, va trouver des solutions pour répondre. Parce que ce qu'on dit là, évidemment, c'est pas immédiat, c'est un apprentissage. Non, oui. Oui, c'est un apprentissage, mais ce les qu'il faut deux savoir, sens. c'est qu'on ne sait jamais. Ni les professionnels, ni les parents, c'est vraiment une découverte au début de tous les instants. C'est quelque chose qui va se créer entre la mère et le bébé. Et actuellement, on recherche un peu des solutions tout de suite. Alors, les mamans, elles ont leur bébé qui crie. Elles mettent, alors j'ai appris qu'il y avait des téléphones avec les différents cris du bébé où on peut savoir s'il a faim, s'il a sommeil, s'il a chaud. Enfin, ça, c'est absolument terrible. On n'arrête pas le progrès du tout. Mais il ne faut pas chercher une solution. Alors maintenant, on a tendance à toujours vouloir des solutions. Et il n'y en a pas. C'est vraiment quelque chose qui va se faire, que la maman prenne confiance, qu'elle n'écoute pas trop les conseils de tout le monde et qu'elle-même, elle se sente petit à petit devenir maman. C'est pas si facile de devenir maman. Et qu'elle soit persuadée, je crois que c'est ça le grand changement dans les dernières décennies quand même en Occident, c'est qu'on est de plus en plus persuadé que le bébé a une préforme de vie psychique. C'est pas simplement un corps, il a tout de suite une préforme de vie psychique, il observe les autres, il ressent les émotions des autres, il envoie ses propres émotions. Donc quand on aide la mère à effectivement observer le bébé, c'est comme si on lui laissait, on la persuade, c'est pas un bon mot, mais on l'aide à ressentir elle-même que son bébé, c'est déjà une personne. Est-ce que, par exemple, oui, Nathalie? Oui, à prendre confiance en elle de ce fait, parce que souvent les mères aussi ont du mal à prendre confiance en elles, et donc on est là pour les aider à approuver ce qu'elles font, les solutions qu'elles trouvent. Et est-ce que la voix du père est identifiée comme telle? Ma question posée comme ça vous paraît peut-être un peu triviale, mais voilà, à quel moment le bébé peut comprendre que c'est la voix de son père? Alors, non, c'est pas une question triviale. Alors d'abord, il y a une chose qui est très bizarre, qu'on ne comprend pas encore, c'est que les bébés dont les pères ont une voix baryton, alors peut-être qu'elle passe un peu mieux la barrière. Baryton, c'est entre ténor et basse. Voilà. C'est un ténor. Voilà. Les bébés dont les pères ont une voix baryton ont une oreille musicale beaucoup plus juste, statistiquement parlant, que d'autres bébés. Donc ça veut dire qu'en tout cas, peu importe, mais ils la repèrent, ils l'entendent. Ils l'entendent. Et alors la voix du père n'est pas contrairement à la voix de la mère, n'est qu'un son du dehors pendant la grossesse. Oui, tout à fait. Ça, je veux dire, on n'y peut rien. Là, les pères, on est moins bien... Il faudra un peu plus de temps, mais voilà. Il va trouver sa place. C'est un son purement du dehors. Ça n'a pas cette même particularité que la voix de la mère, qui est à la fois un son du dedans et un son du dehors. Comment favoriser justement ce développement des enfants? Hélène de Lersignières, est-ce qu'il y a des moments de la journée, par exemple, où le bébé est plus apte à recevoir et du coup on peut s'adapter un petit peu à son rythme aussi? Oui, il faut quand même un peu connaître les rythmes physiologiques, ça c'est vraiment très très important parce que le bébé quand il naît, il n'est pas sur des rythmes comme nous aujourd'hui, il est sur des rythmes très courts, sur des rythmes de 3-4 heures et pendant ces 3-4 heures-là, il va alterner de la veille calme, de la veille agitée, du sommeil calme et du sommeil agité. Comment on reconnaît veille calme, veille agitée? Il s'agite vraiment, voilà, c'est des mouvements du bébé? Oui, c'est des vrais mouvements du bébé avec une veille agitée où on va subvenir à ses besoins, lui donner à boire, le changer, ce qui va être des moments très fondateurs pour le bébé, et puis des moments où il est tout à fait désorganisé, le bébé. Il est très perdu dans son environnement parce que de temps en temps, il se dit « mais où est-ce que je suis tombée, quoi, où suis-je » Donc là, on le laisse tranquille à ce moment-là. Et à ce moment-là, il faut un petit peu le contenir, le rassurer et surtout pas recommencer, se dire « il a faim, il faut que je lui redonne à manger » ou « il faut que je le berce » ou il faut vraiment un moment où on peut le tenir
un petit peu au calme pour qu'il puisse se refermer un petit peu sur lui-même et se recentrer. C'est un joli mot, contenir, Bernard Gols. Contenir, envelopper. Oui, c'est effectivement c'est la notion d'enveloppe. J'étais en train de me dire en vous écoutant là que cette fameuse question, à partir de quand le bébé sait que l'autre existe? 7-8 mois, vous avez dit tout à l'heure. Alors bon, il y a eu des grands débats entre des modèles qui disaient c'est 7-8 mois et avant c'est vraiment pas du tout, et d'autres modèles qui disent c'est tout de suite. Probablement la vérité elle est un petit peu entre les deux, c'est ça que je voulais dire. C'est que dans la journée, tout de suite probablement, il y a des moments où vraiment le bébé ne se rend pas bien compte de ce qu'il y a autour, c'est un grand tout. Mais même dès les premiers jours, des petits moments où il commence à pressentir qu'un certain nombre de satisfactions sensorielles viennent d'ailleurs. C'est pas encore vraiment un autre, c'est pas encore vraiment la maman, c'est pas encore vraiment bien précis. Mais c'est le sentiment que quelque chose vient d'ailleurs. Et ces moments-là, c'est les moments où il arrive à prendre ensemble plusieurs stimulus sensoriels, notamment pendant l'allaitement. Il a en même temps la voix de la mère, l'odeur de la mère, le goût du lait, le toucher, le regard. Tout. Et puis dans les moments d'interaction un peu autres dans la journée, les moments de jeu, il a tout sauf le lait, mais il a aussi tout. Voilà. Et là, il commence à établir son idée qu'à certains moments, mais il faut que ça tienne après. Il va falloir que ça progresse un peu. Mais il a assez vite l'idée qu'il y a un autre quelque part. Nathalie Ridoux, au début, c'est un moment d'éveil où on peut effectivement aller vers son bébé pour essayer de lui parler ou de passer plus de temps. C'est quelques minutes au début, j'imagine. Ah oui, après, les enfants ont des moments d'éveil très courts au départ. Donc, il faut bien repérer ces moments d'éveil. Bon, au moment des soins, on parle à l'enfant, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas le surstimuler. Il y a des grandes différences entre les bébés, cela dit. Oui, après, chacun a des tempéraments différents. Mais par exemple, est-ce qu'on lui parle, on lui lit une histoire, on lui donne un tapis d'éveil, enfin pas un mois évidemment. Non, pas un mois. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent éveiller plus tard l'enfant. Oui, tout à fait en grandissant, mais ça ne sera pas ça sert à rien. Dès la naissance. Ou de jouer avec une peluche colorée dès un mois, ça c'est idiot. Là, on est plus dans le registre du lien, voilà. On est plus dans le registre du lien que dans le registre de la on veut trop bien faire, on se dit, voilà, je vais tout de suite lui dire une histoire à un mois. Il y a des gens qui essaient de transformer l'utérus en salle de classe. Par exemple, apprendre à un fœtus à compter. Ça n'a aucun intérêt, même si c'est possible. Ça n'a aucun intérêt. Et à un bébé non plus. Voilà, exactement. Je crois qu'il faut bien distinguer la connaissance et la vie. La vie du bébé, c'est pas des apprentissages tout de suite, c'est des découvertes. Par contre, une berceuse, au moment du coucher, répéter à un moment. Ça, c'est différent, quoi. C'est pas un exercice, non, c'est pas un exercice, c'est du lien. Voilà, pareil, ça sera des mots, des chansons qui envelopperont l'enfant, qui le calmeront. Voilà. C'est vrai que l'enfant aussi a besoin d'être enveloppé, d'être porté. Donc le portage aussi, c'est important. Alors, c'est un mot très à la mode, le portage. C'est même dans l'écharpe, on voit aujourd'hui des écharpes et non plus des porte-bébés ventraux ou dorsaux. Tout à fait. C'est une mode ou c'est utile ? Au niveau du positionnement, l'enfant, il est mieux que dans le porte-kangourou. Et donc, ça rassure énormément l'enfant qui a été porté pendant 9 mois. Donc, il était contenu dans l'utérus de la mère. Et c'est vrai qu'il a besoin, à certains moments, d'être rassuré. Retrouver cette position. Ouais. Voilà. Je crois que ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est que rien ne marche dans l'absolu. L'écharpe dont vous parlez, c'est intéressant pour le bébé si ça fait plaisir à la mère. Si elle le fait pour faire comme tout le monde, ça sert à rien du tout. C'est une mode, c'est pour faire comme la copine. Et puis je veux dire, c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Quand même, ça j'insiste beaucoup. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on veut bien faire et on en fait peut-être trop. Oui, c'est ce que vous nous dites, tout de suite, vous avez parlé d'apprentissage, de livres, de tout ça. Au début, on est loin d'être là. On est vraiment dans arriver à avoir un regard qui va fonder une relation. Et chaque bébé a son rythme. Bien sûr. Et plus ou moins éveillé, a plus ou moins envie aussi d'être il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. Enfin, tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il faut dire puéricultrice ou autre chose ? À un moment, on a aussi parlé de jardinières d'enfants. Alors, aujourd'hui, on en parle plus. C'est vrai que les termes disent beaucoup de choses. D'accord, mais les jardiniers, ils savent quelque chose qu'il ne faut pas oublier, même quand on est puéricultrice. Silence, ça pousse. C'est que ça ne sert à rien de tirer sur les feuilles pour qu'elles poussent. Les feuilles, elles poussent du dedans. Mais il faut qu'il y ait un jardinier à côté qui ait envie qu'elle pousse, qui les regarde pousser et qui peut en témoigner. Voilà, c'est ça surtout le rôle de l'adulte, je crois. Belle image. Du coup, ma question va être un petit peu terre à terre sur Pour les jardiniers, ça va. Merci. Voilà, vous me sauvez. Prendre le temps, c'est très important aussi. On est dans une société où il faut que tout aille vite. Et donc, c'est important de prendre du temps pour cette relation et savoir profiter de chaque moment, quoi.
Donc ma question que l'enfant grandisse trop vite. Un peu terre à terre sur la tétine, voilà. Est-ce que c'est un objet qu'on peut conseiller? Je vais doucement. C'est un objet qui est incontournable puisqu'il y a quand même énormément de bébés qui ont une tétine. Donc je crois qu'il ne faut pas dire non à la tétine. Ça peut il y a le soulager, des enfants qui ont des sert besoins de succion très importants, donc qui peuvent avoir besoin de la tétine. Le problème de la tétine, c'est que après, quand ils la perdent, ils ne la retrouvent pas, que ce n'est pas toujours très propre quand ça traîne sur le tapis de crèche et que les autres s'en emparent. C'est ça le problème de la tétine. Comment sait-on quand un bébé a besoin de succion? Comment on sait? Comment on s'en rend compte? Quand il se calme, quand on lui met le doigt dans la bouche, je ne sais pas. Ou quand il découvre ses doigts lui-même. Mais moi, ma réponse ne serait pas tout à fait la même. Là. Je pense que... Enfin, moi, je dirais que la tétine, ça dépend aussi pourquoi on la donne. Elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, la tétine. Si on donne la tétine pour tais-toi, voilà, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Si on donne la tétine parce qu'on sait que c'est un petit prolongement de la tétée, du mamelon, du biberon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en plus, la tétine, c'est bien aussi si l'adulte n'est pas trop loin. La tétine, c'est pas pour coûte que coûte l'enfant supporte la solitude. Nathalie Redon. Il y a des enfants qui ne veulent pas du tout de tétine aussi. Hein. Ça, j'ai déjà vu ça, des parents qui essaient. Qui aimeraient bien. Oui, qui aimeraient bien et l'enfant ne veut pas. L'enfant peut trouver aussi par lui-même, mettre son doigt à la bouche et il s'autosatisfait lui-même. Le pouce, c'est quand même 3-4 mois. Moi, j'ai vu des nouveau-nés qui mettaient le doigt à la bouche. Oui, des fœtus. Déjà, quand ça peut être un compromis, là, au moins, c'est à la demande. Quand il veut, il comme il dorme quand même sur le dos, c'est plus difficile, et ça c'est très important de les coucher sur le dos, hein. Il faut le rappeler aux mamans qu'il faut qu'elles dorment sur le dos. C'est plus difficile pour eux d'accéder mécaniquement, techniquement, physiquement, c'est plus compliqué. Oui. Ça va être difficile ce que je vais vous demander parce qu'il faudrait que vous garderiez peut-être un conseil, un message à donner. Il y en a eu beaucoup, alors il y en a peut-être un que vous voulez, sur lequel vous voulez revenir, ou un conseil pour les parents, Nathalie, sur cet apprentissage pour faire grandir son bébé, mais à son rythme, d'après ce que j'ai compris. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps que la mère et l'enfant s'accordent. Il y a un temps d'accordage. La mère va prendre le temps, va dans les premiers jours découvrir son enfant, et va petit à petit apprendre à répondre aux appels que fait son enfant et satisfaire ses besoins. Passer du temps à l'admirer, l'observer. Voilà, tout à fait. C'est important. Hélène, quel serait votre conseil? Oui, il ne faut peut-être pas laisser la maman trop seule non plus avec son bébé. Donc, il faut que le père, la famille l'entoure avec beaucoup de sollicitude, pas trop. Il faut qu'ils aient des moments ensemble, mais il faut faire attention que les mamans ne se sentent pas tout à fait seules. Et si elles se sentent seules et perdues, avec des sentiments contradictoires, parce qu'une naissance, ça entraîne beaucoup de sentiments très contradictoires chez la maman, et ça peut être très difficile pour elle à vivre aussi. Il faut qu'elle puisse simplement aller en parler. Il faut oser les questions. Et je crois que les pédiatres sont beaucoup là pour ça, et qui peuvent écouter cette première questionnement de la maman. Beaucoup de monde autour de la jeune maman, les puéricultrices, les pédiatres, les sages-femmes, la PMI, beaucoup d'acteurs très importants. Bernard Gols. Non, moi je rejoins la question du temps. C'est-à-dire que je pense que parmi les droits de l'enfant, il y a le droit à être bébé. Si cette étape-là n'est pas suffisamment tranquille et calme, c'est fragile pour toute la suite. Voilà, donc le temps d'être bébé, il n'y a pas de précipitation à avoir, il ne faut pas être angoissé. Quand les bébés sont en grande section de maternelle, ils ne sont pas encore en maths sup. Il y a 15 ans avant ça. C'est bien d'avoir des désirs pour les enfants, mais il faut que l'enfant les fasse à son propre rythme. On va justement laisser grandir vos petits bébés qui sont dans vos bras. J'espère en tout cas que vous vous sentez un peu mieux armés maintenant pour grandir avec votre bébé. Vous pouvez revoir tranquillement cette émission sur notre site internet et réécouter tout ce qui a été dit pendant cette petite demi-heure. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. À très bientôt sur Maternea TV.